Et donc la question qui se pose, c'est vraiment celle-ci, c'est quel est le lien entre la formation des ressources en cuivre, le climat aride de la région et puis la formation du relief. Donc c'est une question qui est une question de géologie fondamentale, hein, et pas une question forcément métallogénique ou liée à l'exploitation du cuivre. Alors quelques mots un petit peu rapides là-dessus sur où et comment se forme le cuivre des Andes. Et puis après, Steven vous expliquera plus précisément ce qu'il fait dans le cadre de son travail de thèse. Donc, je vous rappelle que cette zone dont on est en train de parler, du désert d'Atacama, se trouve dans la chaîne andine. Je vous ai remis Chuquicamata ici. C'est à nouveau une vue du Google Earth dans laquelle on voit le relief andin. Et ce relief andin, vous le savez, il est situé au-dessus d'une zone de subduction dans laquelle la plaque océanique vient plonger sous la plaque continentale et créer du magmatisme. Et au départ, les réserves de cuivre sont liées à la mise en place de ces magmas au-dessus de la zone de subduction. Donc ces magmas, ils forment des plutons en profondeur ou en tout cas des corps magmatiques qu'on appelle des porphyres, qu'on appelle même en général des porphyres de cuivre ou des porphyres cuprifères parce que ils sont déjà enrichis en cuivre au départ. Et ce cuivre, à cause de l'hydrothermalisme associé au magmatisme, va en général former des premières minéralisations vraiment contemporaines de la mise en place des magmas qui s'appellent du coup des minéralisations primaires. Alors, ce n'est pas celles qui vont nous intéresser ou dont on va parler aujourd'hui. Nous, on va parler de minéralisation qu'on appelle des minéralisations secondaires, qui sont liées au moment où les magmas vont être amenés à l'érosion à l'affleurement par l'érosion. Donc, vous savez que les magmas ils vont se mettre en place en profondeur, hein, sous forme de pluton, et puis la chaîne de montagnes s'érode, et donc ces plutons sont amenés en surface. À ce moment-là, les roches vont être soumises aux eaux météoriques. Il pleut, cette eau de pluie va lessiver le sommet du Pluton. Et au cours de ce lessivage, eh bien, le cuivre va être lessivé et reprécipité plus bas, ce qui va former ce qu'on appelle des minéralisations secondaires. Alors ces minéralisations, certaines sont juste au-dessus du Pluton, hein, il pleut, le cuivre est lessivé, va reprécipiter plus bas dans le système. Et puis, il y a aussi du cuivre qui va être lessivé et transporté dans les nappes souterraines et va éventuellement reprécipiter plus loin dans les sols. Bon, en tout cas, nous, ce qui va nous intéresser, ce sont ces minéralisations dites secondaires. Alors, ces minéralisations, elles sont liées à la circulation de l'eau. Et c'est le même principe que pour l'oxydation du cuivre. Donc, vous savez tous que si on met du cuivre à l'air libre et en présence de pluie, ce cuivre s'oxyde. Donc ça, c'est la statue de la liberté maintenant. Et là, j'ai fait une reconstitution de ce que ça devait être au moment de sa formation en 1986. Ça devait grosso modo ressembler à ça. Mais ça ne dure pas très longtemps. Vous savez tous que quand on refait un toit, par exemple, au bout de quelques années, le cuivre s'oxyde. Donc le cuivre qui était sous forme métal, en présence d'oxygène, d'eau et de gaz carbonique, va former ce qu'on appelle le verre de gris, hein, qui est en l'occurrence un carbonate de cuivre oxydé. C'est les mêmes principes, hein, qui vont s'appliquer au-dessus du Pluton dans les chaînes de montagne. Et ça se voit très bien en fait dans les mines, hein, ces profils d'oxydation. Vous savez tous que les minéraux du cuivre sont verts, hein, le verre de gris, la turquoise, la malachite dont on a parlé tout à l'heure, et donc vert ou bleu. Et donc quand on regarde une coupe à travers une mine, on voit très bien ça. Donc la surface est un peu rouge parce que le cuivre y est lessivé. Il y a des oxydes de fer qui vont précipiter, et puis il y a ces oxydes de cuivre qu'on voit très bien avec cette couleur vert de gris là, à la base de la mine qui est prise en exemple ici. Et un point important, c'est que la teneur en cuivre, hein, qui est indiquée ici par des petites barres marron, la teneur en cuivre dans les roches augmente quand on part des minéralisations primaires jusqu'aux minéralisations secondaires. Donc elle est plus élevée dans ces zones vertes ici, ce qui veut dire que c'est des cibles préférentielles pour, l'exploitation. Donc, autrement dit, si je résume, hein, il nous faut 2 conditions pour former le cuivre. Et ces 2 conditions, je réponds aussi à une des questions qui était posée dans le chat. Les 2 conditions qui sont nécessaires pour qu'on forme des minéralisations en cuivre, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'eau de pluie qui
dissolvent et transportent le cuivre. Autrement dit, la formation de ces minéralisations va dépendre de la pluviométrie. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il est important qu'il y ait de l'érosion qui ait amené la roche magmatique, hein, le porphyre, la roche magmatique à l'affleurement, pour qu'il puisse y avoir cette histoire de lessivage et d'oxydation du cuivre. Mais il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus, parce que si ça s'érode trop, ben, ça va décaper tout ça et ça va finalement éliminer nos minéralisations en cuivre. Donc l'idée, c'est que probablement dans l'Atacama, il y a eu une combinaison particulièrement favorable de formation et d'érosion du relief, et puis de pluie ou au contraire d'absence de pluie, qui va permettre ou qui a permis dans le passé la formation de ces minéralisations exceptionnelles. Et donc, c'était tout notre sujet d'essayer, par des contraintes d'âge, en racontant l'histoire de cette région, de mettre en relation la formation du relief, le climat, et en particulier la pluviométrie, et les minéralisations en cuivre, pour comprendre justement pourquoi il y a autant de cuivre, autant de ressources en cuivre dans le désert d'Atacama. Et pour ça, donc, l'idée, ça a été d'aller chercher à dater les minéralisations en cuivre pour essayer de voir quand est-ce qu'elles s'étaient formées par rapport à l'histoire de la chaîne andine. Alors, avant de passer à ça, je réponds à une question qui est: quelle est la composition du porphyre en éléments chimiques? En fait, c'est des magmas qui ressemblent un petit peu à des granites. Donc, c'est des magmas qui sont silicatés, ce qui fait qu'il va y avoir du quartz, des feldspaths, des biotites, des minéraux dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui sont grosso modo les mêmes minéraux que le granit. Et le cuivre là-dedans, il est en toute petite quantité en fait. C'est moins de 1%. Donc en fait, il faut qu'il y ait des concentrations spécifiques en cuivre pour qu'on puisse l'exploiter. Et ça, en général, c'est lié à l'activité de l'eau. Alors, donc notre idée, ça a été de partir sur le terrain d'abord, ou notre méthode, ça a été de partir sur le terrain pour aller chercher des échantillons de cuivre, de les dater en laboratoire, et puis d'aller voir quand est-ce que ces minéraux de cuivre s'étaient formés par rapport, encore une fois, à l'histoire de la chaîne et à l'histoire du climat. Alors juste un petit mot de départ pour vous dire qu'effectivement, quand on est géologue, tout commence par le terrain en général. Donc nous sommes allés échantillonner ces roches sur le terrain ensemble. Alors vous voyez qu'on était plus que deux, hein. C'est assez classique dans une mission de terrain. Souvent on est entre, je dirais, 3, 4 et puis une dizaine, hein. Donc là j'ai pas compté, mais on était 9 visiblement. Donc vous connaissez peut-être Steven, hein. Donc moi je suis là. L'autre encadrante de Steven, qui s'appelle Stéphanie Brichot, avec qui on a initié ce projet, est ici. Il y a un autre collègue de Toulouse, Guillaume Estrade, qui est là. Et puis il y a plusieurs collègues chiliens, là, avec lesquels, pour certains, on a l'habitude de travailler depuis longtemps. Il y a un collègue de Rennes qui nous a aidé avec les datations. Et puis il y a même quelqu'un qui s'est joint à nous, qui était un collègue israélien qui était en visite à ce moment-là au Chili. Donc mission de terrain, et mission de terrain dans le désert d'Atacama, ça a un côté assez magique. Donc évidemment, comme on est dans le désert, il n'y a pas forcément des hôtels partout. Donc on est allé en particulier passer quelques nuits sous tente. Là, on était à 4000 mètres d'altitude cette nuit-là. Il n'y avait quand même pas grand-chose. En particulier, vous voyez qu'il ne devait pas y avoir beaucoup d'eau. Donc c'est quand même toute une histoire, même pour quelques jours, hein, de partir sur le terrain dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Donc, il faut de l'eau pour boire, il faut de l'eau pour vaguement se laver, il faut de l'eau pour faire à manger, il faut de l'eau pour faire la vaisselle. Donc voilà, d'où les grosses voitures rouges que vous avez vues tout à l'heure, pour transporter plein de choses dans le coffre. Il faisait pas très chaud, 4000 mètres d'altitude, quand il fait 10 déjà dans la journée. Vous imaginez que la nuit, il fait moins de 10, il faisait même moins de 0. Pour vous dire, le vin du fond des verres avait gelé le matin, hein. Donc ça devait faire assez sérieusement moins que 0. Mais ça a quand même quelque chose de magique. C'est évidemment des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours, hein. Et puis, vous le savez, le désert d'Atacama est aussi connu pour la célébrité de ses ciels, qui sont magnifiques parce que, comme on est en altitude et qu'il fait très sec, il n'y a pas de vapeur d'eau, donc la visibilité est exceptionnelle. Et c'est pas une photo, hein, je ne serais pas capable de faire des photos aussi belles, hein, mais si vous regardez sur le web, vous allez voir ces magnifiques photos de ciel étoilé. On voit la Voie lactée comme on la voit évidemment jamais chez nous, même quand on essaie de s'isoler de la lumière de la ville.
Et puis, c'est des ciels qui sont aussi des ciels du sud, donc les ciels qu'on ne connaît pas, nous, quand on est dans l'hémisphère nord, avec des choses dont on a entendu parler, mais qu'on n'a jamais vues. La croix du Sud, alors la croix du Sud, qui est cette petite croix toute petite, hein. Vous avez vu les 4 étoiles, 1, 2, 3, 4 ici, dont cette étoile très jaune, là, très caractéristique, qui est située autour d'une nébuleuse qui s'appelle le sac à charbon, donc qui la rend assez facile à repérer dans le ciel. Donc encore une fois, la Voie lactée qui se voit comme le nez au milieu de la figure. Et puis les nuages de Magellan qui sont des galaxies. Moi, j'imaginais pas non plus qu'on puisse voir des galaxies à l'œil nu aussi clairement dans le ciel. Donc ça, c'était assez magique, sauf qu'il faisait tellement de froid qu'on n'a pas eu envie de rester dehors à regarder le ciel très très longtemps. Mais c'était quand même très magique. Donc voilà, donc nous sommes allés sur le terrain pour prélever des échantillons. En particulier, donc, vous avez vu, on peut échantillonner dans ce cas-là les roches encaissantes, les granites, mais on peut aussi aller y prélever toutes ces minéralisations en cuivre, hein, qu'on repère très bien sur le terrain, qui sont bleues ou vertes. Et nous sommes allés en particulier repérer et échantillonner des minéralisations secondaires, hein, donc liées au lessivage par les fluides dans les sols de l'Atacama. Alors avant de laisser la parole à Steven, parce que ça va bientôt être son tour, hein, donc je voulais juste vous dire qu'on est allé échantillonner en fait dans 2 types d'endroits. Évidemment, ça fait très longtemps que les hommes savent où trouver le cuivre dans le désert, hein. Il y a des exploitations du cuivre qui datent de l'ère précolombienne. Et puis le gros de l'exploitation a commencé au début du XXe siècle, d'abord dans des petites mines, hein, puis dans des mines plus grosses comme celle qu'on a vue tout à l'heure à partir des années 70, on va dire un petit peu avant parfois. Donc on est allé souvent échantillonner dans des zones qui avaient déjà été repérées, hein, et qui constituent souvent des mines plus ou moins grosses. Alors ça, c'est une petite mine artisanale qui était abandonnée, mais dans lesquelles on a fait un premier échantillonnage. Et puis on est allé aussi échantillonner dans d'autres mines qui sont des mines actives, dont la mine d'El Salvador. Alors, je ne sais pas si vous repérez aussi ici, alors celle-ci, les gros trous de la mine, et puis il y a une petite ville minière qui s'est construite à côté dans les années 50-60. Hein. Je ne sais pas si vous remarquez, mais l'architecte qui a conçu la ville de toutes pièces pour l'exploitation de la mine s'est bien amusé, puisqu'il a fait une forme très particulière pour cette ville, qui une forme de casque romain. Il faut un peu d'imagination, mais une fois qu'on le sait, ça se voit très bien. Et puis, on est allé évidemment échantillonner à Chuquicamata, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et ça se présente comme ça, hein, sur le terrain. On voit effectivement ces minéralisations en cuivre qu'on va échantillonner au marteau, hein, qui se repèrent vraiment très bien dans la roche encaissante. On voit ici la roche magmatique avec des gros cristaux, hein, des gros blocs. On voit que cette roche, c'est une roche qui est fracturée, hein, et le cuivre s'est mis en place dans les fractures. Il y a aussi sur cette image-là, hein, une très belle illustration de ces fractures dans lesquelles l'eau a circulé et est venue déposer le cuivre. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, le cuivre circule aussi parfois entre les graviers, dans les sols, et vient précipiter dans les interstices entre les graviers. Et nous sommes allés échantillonner tout ça. Encore une photo de ces graviers, hein, avec le cuivre qui moule en fait les graviers à l'endroit où l'eau est venue baigner ces graviers.